C'est le son du rire de ma sœur venant de la cave qui a fait voler mon monde en éclats, le rire de mon mari aussi, mêlé au sien comme une mélodie cruelle. Je ne m'attendais pas à les trouver là, nuit après nuit, complotant dans mon dos. La trahison m'a blessée plus profondément que n'importe quel couteau n'aurait pu le faire. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier? Je vous demanderai seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Éléonore et, à 72 ans, je pensais savoir à quoi ressemblait l'amour. Je pensais comprendre ce qu'était la famille. Je pensais que les personnes les plus proches de moi ne me feraient jamais de mal au point de laisser des cicatrices sur mon âme. Mais je me trompais sur tellement de choses. Chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement de Montreuil avec la même routine. La cafetière se met en marche en gargouillant à 6h30 précises. L'odeur du café qui infuse se mêle au léger parfum des sachets de lavande que je garde dans mes tiroirs, une habitude que j'ai prise de ma mère il y a des décennies. Mes os me font de plus en plus mal chaque jour, surtout aux genoux et aux mains, des rappels de toutes les années que j'ai passées à m'occuper des autres avant moi-même. Je me traîne jusqu'à la cuisine dans mes chaussons usés, ceux avec la petite déchirure sur l'orteil gauche que je me promets de remplacer, mais ne le fais jamais. La lumière du matin filtre à travers les voilages, projetant de longues ombres sur le lino qui a connu des jours meilleurs. Je prends mon médicament pour la tension avec un verre d'eau, puis je prépare mon petit déjeuner simple. 2 tartines de pain complet avec une fine couche de beurre et un petit bol de flocons d'avoine à la cannelle. Après le petit déjeuner, j'arrose les plantes près de la fenêtre. 3 petits pots de violettes du Cap qui refusent de fleurir, peu importe le soin que je leur donne. Elles restent là, vertes et têtues, comme des témoins silencieux de ma solitude quotidienne. Je leur parle parfois, je leur raconte mes rêves ou je me plains du bruit de l'appartement du dessus. Elles écoutent mieux que la plupart des gens dans ma vie. Puis vient l'attente. L'attente horrible et sans fin que le téléphone sonne, que quelqu'un ait besoin de moi, qu'un signe me montre que je compte pour les personnes que j'aime le plus au monde. Mais dernièrement, le silence a été rompu par quelque chose de tout à fait différent. Des voix étouffées montant du plancher, depuis la cave. Des voix qui me donnent de la chair de poule et font battre mon cœur d'une peur que je ne peux pas vraiment nommer. Je me souviens de mon emménagement dans cet appartement avec Jean-Pierre, mon défunt mari, et ma sœur Anne. C'était il y a 12 ans, après que nous ayons décidé que nous pourrions économiser de l'argent en partageant les dépenses. L'appartement venait d'être repeint et tout sentait le neuf et l'espoir. Nous avons accroché des photos au mur, des photos de famille, des portraits de mariage, des images de temps plus heureux où nous croyons tous à l'éternité. Il y a une photographie en noir et blanc sur ma cheminée qui me hante maintenant. Elle nous montre, Anne et moi, petites filles, peut-être 6 et 8 ans, nous tenant la main devant notre maison d'enfance à Vincennes. Notre mère nous avait habillés de robes blanches assorties pour la messe du dimanche, et nous rions toutes les deux de quelque chose que notre père devait dire derrière l'appareil photo. Le sourire édenté d'Anne reflète le mien, et nos yeux pétillent de la joie innocente que seuls les enfants possèdent. Regarder cette photo aujourd'hui, c'est comme regarder des étrangères. Où est passée cette petite fille rieuse? Quand les yeux de ma sœur sont-ils devenus froids et calculateurs? Quand son amour est-il devenu conditionnel à ce que je pouvais lui donner? Mais je m'emballe. Laissez-moi vous raconter comment les fissures ont commencé à apparaître dans mon tableau familial parfait. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu un mardi matin de mars. J'avais besoin qu'Anne aille chercher mes médicaments à la pharmacie de l'avenue Jean Jaurès. Mon arthrose me faisait terriblement souffrir, et la marche jusque-là m'aurait pris une bonne heure dans le vent froid. Je lui ai envoyé un texto à 9h du matin. « Anne, pourrais-tu aller chercher mes médicaments aujourd'hui? » Mes genoux me font des misères. À midi, pas de réponse. J'ai appelé son portable et je suis tombée directement sur sa messagerie. Sa voix enjouée enregistrée se moquait de moi. « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Anne. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez un message et je vous rappellerai dès que possible. » Mais elle ne m'a jamais rappelé. Ni ce jour-là, ni le lendemain. Le soir, j'ai commencé à m'inquiéter.
Lui, était-il arrivé quelque chose? Allait-elle bien? J'ai frappé à la porte de sa chambre. Elle vivait dans la chambre du fond de notre appartement commun. Mais il n'y a pas eu de réponse. La porte était verrouillée, ce qui était étrange car Anne ne fermait jamais sa porte à clé pendant la journée. C'est là que je l'ai entendu pour la première fois. Ce petit rire. Ce rire familier et musical qui appartenait à ma sœur, flottant à travers le plancher comme un fantôme venu de la cave. Et mêlé à lui, un autre rire que je connaissais par cœur, le rire grave de Jean-Pierre, celui qui me faisait me sentir en sécurité et aimée. Je suis restée figée dans le couloir, ma main encore levée pour frapper à la porte d'Anne, écoutant le son de ma sœur et de mon mari riant ensemble dans la cave. La cave que nous n'utilisions jamais, sauf pour le stockage. La cave qui était censée être fermée à clé parce que Jean-Pierre disait que les escaliers étaient trop dangereux pour une vieille femme comme moi. L'odeur de moisi et de vieux secrets semblait s'infiltrer à travers les planchers en bois, se mélangeant aux odeurs familières de notre maison et les rendant âcres. Mon estomac s'est noué avec un sentiment nauséeux que je ne pouvais pas encore identifier. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Mais j'ai refoulé ce sentiment, comme j'avais appris à refouler tant de vérités inconfortables au fil des ans. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication innocente à la raison pour laquelle mon mari et ma sœur se rencontraient en secret, riant ensemble pendant que j'étais assise à l'étage, seule, oubliée et ignorée. Je suis allée me coucher ce soir-là avec des questions qui bourdonnaient dans ma tête comme des abeilles en colère. Mais je n'avais pas encore de réponse. Je ne savais pas que le son de leur rire n'était que le début d'un cauchemar qui allait presque me détruire. Au fil des ans, j'avais tout donné pour maintenir notre petite famille unie. Quand Jean-Pierre a perdu son emploi dans l'entreprise de construction il y a 3 ans, je n'ai pas hésité à puiser dans mes économies de retraite pour couvrir les traites de l'appartement. 5 000 € le premier mois, puis 3 000 le suivant, puis tout ce qu'il fallait pour nous maintenir à flot. C'est juste temporaire, Éléonore, avait promis Jean-Pierre, ses mains burinées, tremblant légèrement, alors qu'il signait les papiers de retrait à la banque. Juste le temps que je trouve autre chose. Tu sais que je te rembourserai. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Parce que l'alternative, que l'homme que j'aimais depuis 43 ans puisse me mentir, était trop douloureuse à envisager. Quand la plus jeune fille d'Anne a eu besoin d'argent pour ses livres de fac, je n'ai pas hésité à lui donner 800 € de ma pension de retraite. Quand sa voiture est tombée en panne et qu'elle a eu besoin de 1 500 € pour les réparations, j'ai fait le chèque sans poser de questions. Quand elle a demandé à emprunter de l'argent pour les cadeaux de Noël de ses petits-enfants, mes arrière-petits-enfants que je voyais rarement, je lui ai donné ce dont elle avait besoin, même si cela signifiait manger des pâtes et de la soupe en boîte pour le reste du mois. « Tu me sauves la vie, Éléonore », disait Anne en m'embrassant sur la joue avec des lèvres qui semblaient froides contre ma peau. La famille doit rester soudée, n'est-ce pas? Les liens du sang sont plus forts que tout. La famille, le mot qui est devenu à la fois ma bénédiction et ma malédiction. Le mot qu'ils utilisaient pour me manipuler, pour me faire sentir coupable de vouloir quoi que ce soit pour moi-même. Le mot qui m'a maintenue piégée dans un cycle de dons et de dons jusqu'à ce que je n'ai plus rien à donner. Je préparais le dîner tous les soirs pour nous tous, même lorsque mon arthrose rendait la station debout devant la cuisinière une agonie. Rôti de bœuf le dimanche, spaghetti bolognaise le mercredi, gratin de poulet le vendredi. Je mettais la table avec la belle porcelaine de ma mère, j'allumais une bougie et j'attendais qu'ils rentrent à la maison et apprécient l'effort que j'avais fait. Mais le plus souvent, ils prenaient leurs assiettes et disparaissaient dans leur chambre, me laissant manger seule à la table de la salle à manger, fixant les chaises vides et me demandant quand j'étais devenue invisible dans ma propre maison. Je nettoyais derrière eux sans me plaindre. Les tasses de café d'Anne laissaient des auréoles sur mes meubles en bois. Les chaussures de travail pleines de boue de Jean-Pierre salissaient toute la maison, et je passais des heures à genoux à frotter le sol de la cuisine. Leurs assiettes sales s'empilaient dans l'évier, jusqu'à ce que je n'en puisse plus et que je les lave moi-même, mes doigts gonflés me faisant mal en frottant les restes de repas que j'avais cuisinés et pour lesquels personne ne m'avait remercié. Je pardonnais chaque affront, chaque promesse non tenue, chaque moment d'insouciance, parce que c'est ce que font les bonnes femmes.
C'est ce que ma mère m'a appris. C'est ce que je pensais être l'amour. Un sacrifice sans fin, un pardon sans fin, un espoir sans fin qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, les choses s'amélioreraient. Mais elles ne se sont jamais améliorées. Elles n'ont fait qu'empirer. Je me souviens d'une soirée particulièrement douloureuse à Noël dernier. J'avais passé toute la journée à préparer un repas de fête spécial. Jambon à l'os laqué au miel, purée de patates douces, haricots verts en persillade, et ma fameuse tarte aux pommes qui était autrefois la préférée de Jean-Pierre. L'appartement sentait la cannelle et la noix de muscade, et j'avais décoré la table avec les serviettes rouges et les sous-assiettes dorées que je ne sortais que pour les grandes occasions. « Anne, le dîner est prêt », ai-je appelé de la cuisine, en m'essuyant les mains sur mon tablier. Le jambon était parfait, doré et brillant. La tarte refroidissait sur le comptoir, sa pâte feuilletée exactement comme ma mère m'avait appris à la faire il y a 60 ans. Mais Anne n'est pas venue. Jean-Pierre n'est pas venu. J'ai attendu 20 minutes, puis 30, puis 1 heure. La nourriture a refroidi. Les bougies que j'avais allumées se sont consumées jusqu'au bout. Finalement, j'ai frappé à la porte d'Anne. « On n'a pas faim pour l'instant, Éléonore. » La voix d'Anne est venue à travers la porte, pleine d'agacement. « On mangera plus tard. Plus tard. Toujours plus tard. » J'ai emballé la nourriture et je l'ai mise au réfrigérateur, où elle est restée pendant des jours avant que je ne la jette finalement, intacte. J'ai mangé mon dîner de Noël seul au comptoir de la cuisine, debout, trop fatiguée et le cœur brisé pour prendre la peine de me mettre un couvert. Cette nuit-là, j'ai surpris Anne au téléphone avec quelqu'un, sa voix passant à travers les murs fins de notre appartement. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, j'allais juste chercher un verre d'eau dans la cuisine quand ces mots m'ont glacée sur place. « Elle est tellement pathétique », disait Anne, sa voix remplie d'un amusement cruel. Cuisiner toute la journée comme si nous étions une sorte de famille heureuse. Elle n'a aucune idée à quel point elle est étouffante. Toujours à vouloir plaire à tout le monde, toujours à essayer si fort. C'est embarrassant. Le verre m'a glissé des mains et s'est brisé sur le sol de la cuisine. Le son semblait incroyablement fort dans l'appartement silencieux, mais Anne n'a jamais arrêté de parler, n'est jamais venue voir si j'allais bien. Je suis restée là, pieds nus, entourée de verres brisés, sentant que quelque chose d'essentiel en moi s'était brisé aussi. J'ai nettoyé le verre avec des mains tremblantes, en faisant attention de ne pas me couper, bien qu'une partie de moi se demandait si cela importerait si je le faisais. Quelqu'un remarquerait-il si j'étais blessée? Quelqu'un s'en soucierait-il? C'est cette nuit-là que j'ai commencé à réaliser que les personnes que j'aimais le plus au monde me voyaient non pas comme une personne, mais comme une ressource à utiliser. Pas comme une sœur ou une épouse, mais comme un portefeuille sur pattes, une servante qui travaillait gratuitement, une commodité qu'ils pouvaient tenir pour acquise parce que je les avais habitués à ne rien attendre de moi. Mais je ne pouvais toujours pas m'arrêter. Je ne pouvais toujours pas dire non. La pensée d'être seule, de perdre la seule famille qu'il me restait, me terrifiait plus que la façon dont ils me traitaient. Alors j'ai ravalé ma douleur et j'ai continué à donner, à espérer, à croire que si j'essayais plus fort, si j'aimais plus, si je sacrifiais plus, ils finiraient par voir ma valeur. J'avais tellement tort que ça fait mal d'y penser maintenant. Les micro-agressions étaient quotidiennes, comme des piqûres d'épingle qui semblaient petites individuellement mais qui, ensemble, me laissaient saigner de 1000 petites blessures. Anne soupirait de façon dramatique quand je demandais de l'aide pour des tâches simples. Jean-Pierre levait les yeux au ciel quand je suggérais que nous fassions quelque chose ensemble, comme une promenade dans le quartier ou regarder un film. « Tu veux toujours quelque chose, Éléonore » marmonnait-il, sans lever les yeux de son journal. « Tu ne peux pas te contenter de ce que nous avons. » Mais qu'avions-nous? Qu'avais-je? Un toit sur la tête que je payais avec mes économies de retraite, le privilège de cuisiner et de nettoyer pour des gens qui reconnaissaient à peine mon existence, la joie de donner mon argent à des membres de ma famille qui ne me voyaient que comme un distributeur automatique qu'ils n'avaient même pas besoin de remercier. Mes anniversaires sont devenus des exercices de chagrin. Je me réveillais le matin de mon jour spécial avec une lueur d'espoir dans la poitrine. Peut-être que cette année serait différente. Peut-être qu'il se souviendrait.
Peut-être qu'il se soucierait assez pour faire ne serait-ce qu'un petit geste pour montrer qu'il m'estimait. Mais mes 70 ans sont passés sans même une carte. Anne a prétendu qu'elle avait oublié, et Jean-Pierre a dit qu'il pensait que mon anniversaire était la semaine prochaine. Ils ont tous les deux promis de se rattraper, mais ils ne l'ont jamais fait. J'ai passé cette soirée seule, à manger des restes de gratin et à regarder de vieux films à la télévision, en essayant de me convaincre que les anniversaires n'avaient pas d'importance à mon âge de toute façon. Mes 71 ans ont été pires. Anne était sortie avec des amis qu'elle ne m'a jamais présentés, des amis dont je ne connaissais pas les noms. Jean-Pierre regardait un match de foot et s'est énervé quand j'ai essayé de m'asseoir avec lui sur le canapé. « Tu ne vois pas que j'essaie de me concentrer ?» a-t-il lancé. « Va trouver autre chose à faire. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pleuré dans mon oreiller pour qu'il ne m'entende pas. À 71 ans, je pleurais seule le jour de mon anniversaire parce que les personnes à qui j'avais consacré ma vie ne pouvaient pas prendre la peine de passer 1 heure à me faire sentir spéciale. Mais c'est mon 72e anniversaire qui a brisé quelque chose en moi de façon permanente. J'avais appris ma leçon à ce moment-là sur le fait de ne pas trop attendre, alors je n'ai mentionné la date à personne. J'ai juste suivi ma routine normale. Café, médicaments, arrosage des plantes, attendant que quelqu'un reconnaisse que ce jour était différent des autres. Le soir, il était clair que rien n'allait se passer. Anne était dans sa chambre, la porte fermée. Jean-Pierre dormait dans son fauteuil, ronflant doucement pendant que la télévision diffusait des choses qui ne m'intéressaient pas. Je me suis fait une tasse de thé et je me suis assise à la table de la cuisine, regardant le calendrier sur le mur où j'avais entouré la date en rouge des semaines auparavant. Aujourd'hui, il y a 72 ans, j'étais née de parents qui m'aimaient, qui célébraient mon existence, qui me faisaient sentir que j'avais de l'importance dans le monde. Maintenant, je n'étais qu'un fardeau, une vieille femme oubliée dont la vie ne servait qu'à faciliter la vie des autres. C'est alors que je les ai entendus de nouveau. Les voix de la cave. Le rire d'Anne, suivi du rire plus grave de Jean-Pierre, puis le bruit de pas se déplaçant sur le sol en béton en dessous de moi. Cette fois, je ne l'ai pas ignoré. Cette fois, j'avais besoin de savoir ce qu'il faisait là-dessous, ce qu'il trouvait si amusant pendant que j'étais assise en haut, seule le jour de mon anniversaire, oubliée et invisible. J'ai trouvé la clé de la cave dans le tiroir à bric-à-brac, où Jean-Pierre la cachait sous de vieilles piles et des élastiques. Mes mains tremblaient en déverrouillant la porte et en descendant les escaliers en bois, chaque marche grinçant sous mon poids. La cave sentait la terre humide et le vieux carton, avec des relents de quelque chose d'autre que je ne pouvais pas identifier, quelque chose d'âcre et de médicinal qui me faisait plisser le nez. Les voix sont devenues plus claires à mesure que je descendais. Anne parlait à voix basse et excitée de la prochaine livraison et de la nécessité de la garder heureuse à l'étage. Jean-Pierre parlait de chiffres, d'argent, de quantité de quelque chose qui m'a glacé le sang. Au bas des escaliers, cachés derrière des piles de vieilles boîtes et des décorations de Noël oubliées, je les ai vus. Ma sœur et mon mari, penchés sur une table pliante couverte de flacons de pilules, d'ordonnanciers et de piles de ce qui ressemblait à des documents officiels. Mais c'est le test de grossesse posé sur la table qui a d'abord attiré mon attention. Le petit bâton en plastique avec ses lignes bleues qui indiquaient enceinte, impossible, car Anne était ménopausée depuis des années, et je savais qu'elle n'était pas sexuellement active. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je murmuré, ma voix à peine audible même pour moi. Ils se sont retournés comme des enfants coupables pris en train de voler des biscuits. Le visage d'Anne est devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. La bouche de Jean-Pierre s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant de l'air. Pendant un instant, personne n'a parlé. Le silence s'est étiré entre nous comme un fil électrique, crépitant de tension et de vérité non dite. Puis j'ai vu le reste. Les ordonnanciers avec des noms de médecins que je ne reconnaissais pas. Les flacons de pilules qui ressemblaient à ceux que je prenais pour ma tension et mon arthrose. Les chèques, mes chèques, avec ma signature contrefaite d'une écriture qui ressemblait de manière convaincante à la mienne, mais ne l'était pas. Les relevés bancaires étalés sur la table montraient des retraits que je n'avais jamais faits, des dépôts que je n'avais jamais autorisés, des relevés d'investissement pour des actions et des comptes de Bitcoin que je n'avais jamais ouverts, des actifs d'une valeur de centaines de milliers d'euros, tous à mon nom, tous gérés par des personnes que je n'avais jamais rencontrées.
Oh mon Dieu! Ai-je soufflé. Les pièces d'un horrible puzzle s'emboîtant enfin. Vous m'avez volé. Pendant tout ce temps, vous m'avez volé. Anne s'est reprise la première, son visage prenant l'expression qu'elle avait perfectionnée au fil des années de manipulation. Mi-innocence, mi-victime blessée, mi-indignation vertueuse. Éléonore, ma chérie, tu ne comprends pas ce que tu vois, dit-elle du ton apaisant qu'elle aurait pu utiliser avec un enfant confus. Nous t'aidons. Nous gérons tes finances pour que tu n'aies pas à te soucier de choses compliquées comme les investissements et les crypto-monnaies. Gérer mes finances? Ai-je répété, ma voix se faisant plus forte malgré la façon dont tout mon corps tremblait. Avec de fausses ordonnances? Avec des tests de grossesse? Qu'est-ce que tout cela a à voir avec la gestion de mes finances? Jean-Pierre se leva lentement, son visage plus dur que je ne l'avais jamais vu. Fini le prétexte du mari aimant. À sa place se tenait un étranger dont les yeux étaient froids comme l'hiver. « Éléonore, tu es vieille, » dit-il sans détour. « Tu ne comprends pas les instruments financiers modernes. Anne et moi avons investi ton argent, fait fructifier ton patrimoine. Nous t'avons rendu riche au-delà de tes rêves les plus fous. Tu devrais être reconnaissante. » Reconnaissante. Le mot m'a frappé comme une gifle. Reconnaissante qu'il m'ait volé, menti, manipulé pendant que je cuisinais leurs repas, nettoyais leurs dégâts et leur donnais chaque centime que j'avais à donner. J'ai pris l'un des relevés bancaires avec des doigts tremblants. Le compte affichait un solde de plus de 2 millions d'euros, de l'argent qui m'appartenait mais qui avait été investi en actions et en crypto-monnaies sans ma connaissance ni mon consentement. De l'argent qu'ils avaient utilisé pour générer de la richesse, tout en me disant que j'avais à peine de quoi joindre les deux bouts, tout en me laissant sacrifier ma pension et mes économies de retraite pour payer les courses et les factures. « Depuis combien de temps ?» ai-je murmuré. « Depuis combien de temps faites-vous ça ?» Anne et Jean-Pierre ont échangé un regard qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas récent. Ce n'était pas une mesure désespérée prise dans un moment de crise financière. C'était un vol et une manipulation systématique, planifiée, à long terme, qui durait depuis des années. « Depuis la mort de ta mère et l'héritage qu'elle t'a laissé, » dit finalement Anne. « Nous l'avons géré de manière responsable, en faisant des investissements intelligents, en faisant fructifier ton patrimoine. Tu n'as jamais été capable de gérer ce genre d'argent toute seule. L'héritage de ma mère. Les 50 000 € qu'elle m'avait laissés à sa mort il y a 5 ans. L'argent que je pensais avoir servi à payer ses frais funéraires et ses factures médicales. L'argent qu'Anne s'était porté volontaire pour gérer pour moi parce que la paperasse était trop compliquée et que j'étais trop accablée par le chagrin pour m'en occuper correctement. Ils avaient pris le dernier cadeau de ma mère et l'avaient transformé en une fortune dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, tout en me laissant vivre comme une pauvresse, tout en me faisant sentir comme un fardeau pour avoir besoin des produits de première nécessité. Le test de grossesse, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pourquoi le test de grossesse? Les joues d'Anne sont devenues rouges vifs. Fraude à l'assurance, a-t-elle admis. De fausses grossesses génèrent des demandes de remboursement. Nous avons utilisé tes informations d'assurance maladie pour déposer de fausses demandes, puis nous partageons les paiements avec un médecin qui signe tout. La pièce tournait autour de moi. Je me suis agrippée au bord de la table pour ne pas tomber. Non seulement ils m'avaient volé mon argent et l'avaient investi à mon insu, mais ils avaient utilisé mon identité pour commettre une fraude à l'assurance. Ils m'avaient exposée à des poursuites pénales pendant que je vivais à l'étage, inconsciente et reconnaissante de leurs soins. « Vous êtes des criminels », ai-je dit, les mots me semblant étrangers dans ma bouche. « Vous êtes tous les deux des criminels, et vous avez fait de moi une complice involontaire. »« Nous sommes une famille », a dit Jean-Pierre, comme si cela expliquait tout. Tout ce que nous avons fait, c'était pour le bien de la famille. Tu nous remercieras un jour quand tu réaliseras à quel point nous t'avons rendu riche. Mais j'étais déjà riche, et je ne l'avais jamais su. Pendant que je rationnais mon budget de courses et portais les mêmes vêtements année après année, ils menaient une vie confortable financée par des investissements faits avec mon argent. Pendant que je leur donnais ma pension pour aider aux dépenses, ils déposaient les bénéfices de mes investissements involontaires sur des comptes auxquels je ne pouvais pas accéder. Je me suis affalée sur une vieille chaise pliante, mes jambes n'étant plus capables de supporter le poids de ce que je venais d'apprendre. La tasse de thé que je tenais
je ne me souviens même pas l'avoir descendu à la cave avec moi, m'a glissé des doigts et s'est brisé sur le sol en béton. Le son a semblé résonner éternellement dans l'espace humide, une percussion de confiance brisée et d'illusions fracassées. C'est là que j'ai commencé à pleurer. Pas les larmes silencieuses et dignes d'une vieille femme triste, mais les sanglots durs et laids de quelqu'un dont le monde s'est effondré autour d'elle. J'ai pleuré pour toutes les années où je me suis sentie coupable d'être un fardeau. J'ai pleuré pour toutes les fois où je me suis excusée d'avoir besoin de choses qui m'appartenaient de droit. J'ai pleuré pour les anniversaires qu'ils avaient ignorés tout en comptant l'argent qu'ils m'avaient volé. Mais surtout, j'ai pleuré pour la femme naïve que j'étais quelques minutes plus tôt, la femme qui croyait encore que famille signifiait amour, que le sacrifice était apprécié, que les personnes les plus proches d'elle ne la blesseraient jamais de manière si profonde. Anne et Jean-Pierre sont restés là, à me regarder pleurer, et aucun d'eux n'a bougé pour me réconforter. Aucun d'eux ne s'est excusé. Aucun d'eux n'a montré ne serait-ce qu'une lueur de remords pour ce qu'ils avaient fait ou de culpabilité pour l'impact de leurs actions sur moi. C'est là que quelque chose en moi a changé pour toujours. Assise dans cette cave moisie, entourée des preuves de leur trahison, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Une colère froide et pure qui a consumé toutes mes peurs, mes doutes et mon besoin désespéré d'être aimée. Pour la première fois de ma vie, j'en avais fini d'être une victime. Je me suis levée lentement, en essuyant mes yeux avec le dos de ma main. Quand j'ai regardé Anne et Jean-Pierre, je les ai vus non pas comme ma famille, mais comme des étrangers qui avaient apporté des visages familiers pendant qu'ils me dévalisaient. « Faites vos valises », ai-je dit, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. « Tous les deux. Je veux que vous soyez sortis de mon appartement d'ici demain. » « Éléonore, tu réagis de manière excessive, » a commencé Anne, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Dehors, » ai-je répété. « Demain. Et n'osez rien prendre qui ne vous appartienne pas, car je surveillerai chacun de vos mouvements. » J'ai monté les escaliers sur des jambes qui semblaient plus fortes à chaque pas. Derrière moi, je pouvais les entendre chuchoter frénétiquement, mais je me fichais de ce qu'ils disaient. Je me fichais de leurs plans, de leurs excuses ou de leurs tentatives de minimiser ce qu'ils avaient fait. J'en avais fini de me soucier de ce qu'ils pensaient de quoi que ce soit. Pour la première fois depuis des années, j'ai fermé ma chambre à clé cette nuit-là. Je me suis assise sur mon lit, fixant la photographie sur ma table de chevet, celle d'Anne et moi, petite fille, nous tenant la main et riant. Je l'ai prise et j'ai étudié nos jeunes visages, essayant de trouver une trace de la femme que ma sœur était devenue dans les yeux de cette enfant innocente. Mais tout ce que je pouvais voir, c'était la sœur que j'avais perdue quelque part en chemin, remplacée par une étrangère qui ne me voyait que comme une source d'argent et de travail gratuit. J'ai ouvert le tiroir de ma commode et j'ai placé la photographie face contre terre, la recouvrant de vieux foulards et de pulls que je ne portais plus. Certains souvenirs sont trop douloureux pour être regardés tous les jours. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et la police. J'ai changé tous mes mots de passe, annulé toutes mes cartes et demandé des relevés détaillés montrant chaque transaction effectuée sur mes comptes au cours des 5 dernières années. Je voulais savoir exactement combien ils avaient volé, exactement combien de mensonges ils avaient racontés, exactement depuis combien de temps ils se moquaient de moi. Mais même en prenant ces premières mesures pour reprendre ma vie en main, j'étais terrifiée. À 72 ans, j'allais être complètement seule pour la première fois depuis des décennies. Pas de mari, pas de sœur, personne qui avait besoin de moi ou qui prétendait se soucier de moi. Juste moi, dans un appartement qui allait me sembler immense et vide, sans le bruit d'autres personnes qui s'y déplaçaient. Cette peur m'a presque fait décrocher le téléphone pour leur dire qu'ils pouvaient rester. Cette peur m'a presque fait m'excuser d'avoir réagi de manière excessive, d'avoir causé des problèmes, de ne pas avoir été assez reconnaissante pour leur aide avec mes finances. Presque. Mais pas tout à fait. Parce que j'avais enfin appris la différence entre être seule et se sentir seule. Je m'étais sentie seule pendant des années en vivant avec des gens qui ne m'aimaient pas ou ne me respectaient pas. Être seule pourrait en fait être une amélioration. La confrontation a eu lieu ce soir-là, exactement comme je m'y attendais. Anne et Jean-Pierre n'avaient rien emballé. Au lieu de cela, ils avaient passé la journée à comploter une nouvelle stratégie pour me manipuler afin que je fasse marche arrière.
Anne est venue à la porte de ma chambre la première, armée de larmes, d'excuses et de promesses que les choses seraient différentes si je leur donnais juste une autre chance. Son mascara était étalé d'une manière qui semblait presque théâtrale, et sa voix tremblait avec le genre de vulnérabilité étudiée qu'elle avait utilisée sur moi d'innombrables fois auparavant. « Éléonore, ma chérie, je sais que tu es en colère, mais nous devons en parler rationnellement, » dit-elle, s'installant à côté de moi sur mon lit sans y être invitée. « Tu es ma sœur. Tu es toute la famille qu'il me reste dans ce monde. Nous ne pouvons pas laisser un malentendu nous séparer. » Un malentendu. Comme si des années de vol systématique et de manipulation émotionnelle pouvaient être écartées comme une simple erreur de communication. « Il n'y a pas de malentendu, Anne, » ai-je répondu, ma voix étonnamment calme. « Tu m'as volé, tu m'as menti. Tu as utilisé mon identité pour commettre une fraude à l'assurance. Tu m'as fait sentir comme un fardeau pendant que tu t'enrichissais avec mon argent. Je comprends parfaitement la situation. » Ses larmes ont séché remarquablement vite. « Très bien, » dit-elle, sa voix devenant froide. « Tu veux jouer les durs? Tu fais une énorme erreur, Éléonore. Tu as plus besoin de nous que nous n'avons besoin de toi. Qui va s'occuper de toi quand ton arthrose s'aggravera? Qui va te conduire à tes rendez-vous chez le médecin quand tu ne pourras plus te débrouiller seule? Tu penses être forte et indépendante, mais tu es juste stupide et têtue. Les mots étaient conçus pour blesser, pour me faire douter de moi-même, pour réveiller les peurs qui m'avaient maintenue piégée dans leur toile de manipulation pendant si longtemps. Mais au lieu d'avoir peur, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Le soulagement que le masque soit enfin tombé, que je n'ai plus à me demander si j'imaginais la froideur dans sa voix ou le calcul dans ses yeux. Je me débrouillerai, ai-je simplement dit. Jean-Pierre a essayé une approche différente quand son tour est venu. Il se tenait à ma porte, l'air fatigué et vaincu, les épaules affaissées comme un homme portant un lourd fardeau. « Éléonore, tu dois comprendre la pression que j'ai subie, » a-t-il commencé, utilisant la même excuse sur laquelle il s'était appuyé pendant des années pour justifier son traitement envers moi. Quand j'ai perdu mon travail, j'ai paniqué. Je ne savais pas comment nous allions survivre. Quand Anne a suggéré d'investir l'héritage de ta mère, cela semblait être la chose intelligente à faire. Nous essayions de te protéger, de nous assurer que tu serais prise en charge dans tes vieux jours. En me mentant, en falsifiant ma signature, en me faisant sentir que j'étais un fardeau financier pendant que vous viviez de mon argent? Nous allions te le dire un jour, dit-il, et j'ai presque ri de la transparence du mensonge. Nous voulions te faire la surprise quand les investissements rapporteraient vraiment. Nous voulions que tu sois fière de tout ce que nous avions accompli. Je suis fière, ai-je dit. Je suis fière de moi pour avoir enfin vu clair dans vos mensonges. Je suis fière de moi pour avoir trouvé le courage de dire non à des gens qui ne méritent pas mon oui. Je suis fière de moi pour avoir choisi ma propre dignité plutôt que votre commodité. Son expression a alors changé, passant d'un faux remords à une colère authentique. Tu vas le regretter, Éléonore. Tu te crois si intelligente, si indépendante. Mais tu n'es qu'une vieille femme amère qui va mourir seule parce qu'elle a chassé tous ceux qui se sont jamais souciés d'elle. Les mots ont atteint leur cible, envoyant une pointe de douleur dans mon cœur. Mais la douleur était différente maintenant, plus nette, moins toxique que la douleur constante de la trahison que je portais depuis des années. « Peut-être que tu as raison, » ai-je dit. « Peut-être que je mourrai seule. Mais au moins, je mourrai avec ma dignité intacte. Au moins, je mourrai en sachant que j'ai cessé de laisser les gens me traiter comme si je ne comptais pas. » Il est parti sans un mot de plus, claquant la porte de ma chambre si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. Mais le son ne m'a pas effrayée comme sa colère le faisait autrefois. Au lieu de cela, il sonnait comme le point final d'une phrase très longue et douloureuse. Ils étaient tous les deux partis à la fin de la semaine, n'emportant que leurs effets personnels et laissant derrière eux l'appartement que nous avions partagé pendant 12 ans. Ils ont également laissé derrière eux un fouillis de documents juridiques, de papiers falsifiés, et de preuves de crimes financiers que j'ai dû trier avec l'aide d'une avocate et d'un comptable. Les chiffres étaient stupéfiants. En 5 ans, ils avaient transformé l'héritage de 50 000 € de ma mère en un portefeuille d'une valeur de près de 3 millions d'euros. Ils avaient investi dans des actions technologiques,
des crypto-monnaies, de l'immobilier et des matières premières, prenant des décisions financières intelligentes que je n'aurais jamais su prendre seule. Mais ils avaient aussi prélevé de l'argent au passage, se versant des frais de gestion qui s'élevaient à des centaines de milliers d'euros. Ils avaient utilisé mes cartes de crédit pour des achats personnels, contracté des prêts à mon nom et commis diverses formes de fraude qui auraient pu me conduire en prison si j'avais été découverte. « Vous êtes incroyablement riche, Madame Lambert », m'a dit mon avocate, une jeune femme brillante nommée Maître Nadia Belkacem, qui avait grandi en banlieue parisienne et comprenait exactement ce que signifiait être sous-estimée en raison de son âge et de son origine. Mais vous êtes aussi incroyablement chanceuse que votre sœur et votre mari aient été des criminels compétents. Beaucoup de gens dans leur situation auraient simplement tout volé et disparu. Le fait qu'ils aient réellement fait fructifier votre patrimoine tout en vous volant vous a probablement sauvé d'une ruine financière complète. Chanceuse. Je suppose que c'était une façon de voir les choses. Chanceuse que les membres de ma famille soient des voleurs accomplis. Chanceuse qu'ils m'aient laissé assez riche pour engager des avocats et des comptables pour nettoyer leur désordre. Chanceuse que leur crime ait été assez sophistiqué pour échapper à la détection pendant 5 ans. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Maintenant, vous décidez si vous voulez porter plainte, a dit Maître Belkacem. Les preuves sont accablantes. Ils pourraient tous les deux faire face à une peine de prison importante pour ce qu'ils ont fait. Ou vous pourriez choisir de régler cela au civil, de récupérer ce qu'ils vous doivent et de continuer votre vie. La prison. La pensée d'Anne et de Jean-Pierre derrière les barreaux aurait dû me donner satisfaction. Mais au lieu de cela, elle me faisait simplement me sentir fatiguée. Ils m'avaient déjà volé tant de ma vie, tant de ma paix. Voulais-je vraiment passer les années qu'il me restait à les combattre au tribunal, à revivre leur trahison encore et encore dans des dépositions et des procès? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, ai-je dit. Cette nuit-là, seule dans mon appartement pour la première fois depuis plus d'une décennie, je me suis préparé le dîner, juste un simple repas de soupe et de sandwich, et je l'ai mangé à ma table de cuisine. Le silence semblait différent maintenant, non plus oppressant, mais en quelque sorte spacieux, plein de possibilités que je n'avais pas envisagées depuis des années. Je pouvais manger ce que je voulais pour le dîner sans avoir à tenir compte des préférences de quiconque. Je pouvais regarder les programmes de télévision qui me plaisaient sans négocier ni faire de compromis. Je pouvais dépenser mon argent, mon propre argent, pour des choses qui me procuraient de la joie, au lieu de m'inquiéter constamment de savoir si j'étais trop égoïste ou extravagante. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais la liberté, j'ai appris, est plus compliquée qu'il n'y paraît dans les films et les livres. La liberté signifie faire ses propres choix, mais cela signifie aussi vivre avec les conséquences de ses choix. La liberté signifie ne devoir de compte à personne, mais cela signifie aussi n'avoir personne à qui rendre des comptes. L'appartement semblait immense sans le désordre d'Anne et la présence de Jean-Pierre. Chaque pièce résonnait de souvenirs de la vie que nous avions partagée, certains vraiment heureux, la plupart entachés maintenant par la connaissance de ce qu'ils pensaient vraiment de moi tout ce temps. Je me suis surprise à sursauter au moindre bruit, à chaque craquement du plancher, à chaque sirène au loin. Une nuit particulièrement difficile, environ 1 semaine après leur départ, et j'ai failli appeler Anne. Je suis restée assise avec le téléphone à la main pendant près d'1 heure, fixant son numéro dans mes contacts, mon doigt planant au-dessus du bouton d'appel. Que dirais-je? Que j'avais changé d'avis? Que j'étais désolée d'avoir réagi de manière excessive? Qu'elle me manquait malgré tout ce qu'elle m'avait fait? Mais je me suis souvenue du son de son rire dans cette cave, de la cruauté désinvolte dans sa voix quand elle parlait de ma pathétique condition. Je me suis souvenue de la façon dont elle m'avait regardée, quand elle pensait que je ne pouvais pas la voir, non pas avec amour ou même un respect de base, mais avec le genre d'évaluation calculatrice que l'on pourrait porter sur une ressource que l'on essaie de comprendre comment exploiter. J'ai reposé le téléphone et je me suis fait une tasse de thé à la place. Le tournant est arrivé 3 semaines plus tard, lorsque ma plus jeune petite fille, Lily, s'est présentée à ma porte. Je ne l'avais pas vue depuis des mois. Anne avait été la gardienne des visites familiales, et elle avait progressivement réduit mes contacts avec la jeune génération à des rencontres brèves et supervisées qui me laissaient toujours plus isolée qu'auparavant.
Mais Lily avait apparemment posé des questions sur où j'étais et pourquoi elle n'était plus autorisée à me rendre visite. Quand les réponses vagues d'Anne ne l'ont pas satisfaite, elle avait pris le métro de son quartier jusqu'à Montreuil toute seule, se présentant à ma porte avec un sac à dos plein de matériel de dessin et la détermination de passer l'après-midi avec sa grand-mère. « Mamie Éléonore », dit-elle en me jetant les bras au cou avec l'affection spontanée que seuls les jeunes de 18 ans possèdent. « Tu m'as tellement manqué. Maman a dit que tu étais malade, mais tu as l'air en pleine forme. » Malade. Bien sûr, c'est ce qu'Anne avait dit à tout le monde. La pauvre Éléonore a des problèmes de santé. La pauvre Éléonore est confuse et ne veut pas de visite. La pauvre Éléonore doit être protégée du stress de trop d'interactions sociales. Je me sens beaucoup mieux maintenant, ai-je dit à Lily, ce qui était vrai d'une manière qu'elle ne pouvait pas comprendre. Nous avons passé l'après-midi ensemble, juste nous deux, à parler et à rire d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Lily m'a parlé de l'université, de ses cours de dessin, du garçon pour qui elle avait le béguin et qui ne savait pas qu'elle existait. Elle m'a montré son carnet de croquis, rempli de dessins de scènes de la ville et de portraits de personnes qu'elle avait observées dans le métro. « Tu as tellement de talent, » lui ai-je dit, et je le pensais. Ces dessins avaient une vie et une énergie qui me rappelaient mes propres aspirations artistiques d'il y a des décennies, des rêves que j'avais mis de côté pour me concentrer sur mon rôle d'épouse et m'occuper des besoins de tout le monde. Je veux postuler dans une école d'art après avoir terminé ma licence, dit-elle, puis elle hésita. Mais maman dit que ce n'est pas raisonnable. Elle dit que je dois étudier quelque chose qui me garantira un emploi, comme la comptabilité ou les soins infirmiers. Combien de fois avais-je entendu des conseils similaires au fil des ans? Combien de rêves avaient été sacrifiés sur l'autel du pragmatisme et des attentes des autres? Lily, ai-je dit prudemment, que penses-tu qu'il arriverait si tu suivais ta passion au lieu de l'idée de quelqu'un d'autre de ce qui est raisonnable? Elle a réfléchi sérieusement à la question. Je pourrais échouer, a-t-elle admis, mais je pourrais aussi créer quelque chose de beau. Je pourrais aussi être heureuse. Cette conversation a planté une graine dans mon esprit qui a germé au cours des jours suivants. Que se passerait-il si je suivais ma propre passion au lieu de passer le reste de ma vie à pleurer ce que j'avais perdu? Que se passerait-il si j'utilisais ma nouvelle richesse et ma liberté pour créer quelque chose de beau pour moi-même? J'avais toujours aimé l'art, mais je n'avais jamais eu le temps ou les ressources pour le poursuivre sérieusement. J'avais peint des aquarelles de temps en temps quand j'étais plus jeune, mais ce passe-temps avait été abandonné à mesure que la vie devenait plus compliquée et exigeante. Maintenant, soudainement, j'avais à la fois le temps et l'argent pour explorer des activités créatives dont je n'avais fait que rêver auparavant. Sur un coup de tête, je me suis inscrite à un cours d'art à la maison de quartier de Belleville. Le quartier était un mélange vibrant de cultures et de langues, plein de petits commerces et de restaurants qui s'adressaient aux immigrants du monde entier. Les rues bourdonnaient d'énergie et de possibilités, un contraste frappant avec l'atmosphère étouffante et repliée sur elle-même dans laquelle j'avais vécu pendant des années. Mon premier jour de cours a été terrifiant. Je suis entrée dans une salle lumineuse et aérée, remplie de chevalets et de matériel d'art, entourée de gens qui semblaient savoir exactement ce qu'ils faisaient, alors que je me sentais comme une usurpatrice qui n'avait rien à faire là. Mais la professeure, une femme nommée Carmen, m'a accueillie avec une chaleur sincère. « L'art ne consiste pas à être parfait », a-t-elle dit à la classe lors de notre première session. L'art consiste à être honnête, à exprimer ce qu'il y a en vous, même si c'est désordonné, confus ou douloureux. Les plus belles peintures viennent des endroits les plus authentiques. J'ai pris un pinceau pour la première fois depuis des décennies et j'ai senti quelque chose en moi se réveiller. Les aquarelles coulaient sur le papier comme des émotions liquides, créant des formes et des couleurs qui semblaient émerger d'un endroit profond que j'avais oublié. Je ne peignais rien de reconnaissable, juste des lavis abstraits de bleu, de violet et d'or qui capturaient d'une manière ou d'une autre le sentiment de liberté que j'éprouvais. Ce n'était pas du grand art, selon les normes techniques. Mais c'était le mien. Il venait de moi, exprimait quelque chose qui n'appartenait qu'à moi, représentait des choix que je faisais pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le fait de plaire aux autres ou de répondre à leurs attentes. Pour la première fois depuis des années, je me sentais à nouveau moi-même.
Les semaines ont passé dans un tourbillon de nouvelles expériences et de petites révélations. Je me suis acheté de nouveaux vêtements, non pas des tenues pratiques conçues pour cacher mon corps vieillissant, mais des robes colorées et des foulards qui me faisaient me sentir vibrante et vivante. J'ai remplacé les lourds rideaux sombres de mon appartement par des panneaux légers et aérés qui laissaient entrer le soleil que j'avais bloqué pendant des années. J'ai commencé à cuisiner des repas que j'avais vraiment envie de manger au lieu de plats conçus pour plaire aux autres. J'ai découvert que j'aimais la nourriture épicée, les cuisines ethniques que je n'avais jamais essayées auparavant, les légumes frais du marché qui avaient le goût du soleil, de la terre et des possibilités. J'ai commencé à faire de longues promenades dans mon quartier, le voyant vraiment pour la première fois depuis des années. Paris est incroyablement diversifié, plein de petites communautés qui maintiennent leurs traditions culturelles, tout en s'adaptant à la vie française. Je me suis retrouvée à admirer les vitrines de magasins tenus par des familles du Bangladesh, à m'arrêter pour un café dans des endroits où les serveurs parlaient espagnol, grec et arabe, avec des clients qui étaient devenus leurs amis. Le monde était tellement plus grand et plus intéressant que la petite existence craintive que je menais. Comment avais-je pu oublier cela? Mais la vraie transformation s'est produite progressivement, par petits moments qui, additionnés, ont formé quelque chose de plus grand que leurs parties individuelles. J'ai commencé à m'exprimer dans des situations où je serais restée silencieuse auparavant. Quand un caissier de supermarché a été impoli avec moi, j'ai demandé à parler à son responsable au lieu de m'excuser de lui faire perdre son temps. Quand un médecin m'a fait attendre plus d'1 heure sans explication, j'ai reporté mon rendez-vous au lieu d'accepter que mon temps n'avait pas d'importance. J'ai appris à dire non sans culpabilité, à fixer des limites sans m'excuser, à donner la priorité à mes propres besoins sans me sentir égoïste. C'était plus difficile qu'il n'y paraît. J'avais passé des décennies à m'entraîner à être accommodante, à faire passer le confort des autres avant le mien, à croire que mes désirs et mes besoins étaient moins importants que ceux des autres. Mais avec de la pratique, c'est devenu plus facile. Et avec chaque petit acte d'affirmation de soi, je me sentais plus forte et plus confiante dans mon droit d'occuper de l'espace dans le monde. Environ 2 mois après le départ d'Anne et de Jean-Pierre, j'ai eu une visite inattendue. Madame Ferreira, qui habitait de l'autre côté du palier, a frappé à ma porte un soir avec une assiette de pastéis de nata fait maison et un sourire timide. « J'espère que je ne vous dérange pas ?» dit-elle avec un accent. « Mais je voulais prendre de vos nouvelles. J'ai remarqué que votre sœur et son mari avaient déménagé et je craignais que vous ne vous sentiez seule. » Madame Ferreira était une femme de mon âge qui avait émigré du Portugal avec son défunt mari 30 ans plus tôt. Elle avait élevé 4 enfants en France, travaillant comme couturière pendant que son mari conduisait un taxi, et avait réussi à se créer une vie digne et pleine de sens malgré des défis que je ne pouvais qu'imaginer. Nous étions voisines depuis des années, échangeant des salutations polies et des banalités sur le temps, mais nous n'avions jamais vraiment eu de conversation. Anne l'avait toujours qualifiée de cette femme d'en face avec le genre de préjugés désinvoltes qui me embarrassaient, mais que j'avais été trop lâche pour contester. Maintenant, assise dans ma cuisine, partageant sa délicieuse nourriture et écoutant ses histoires sur ses petits-enfants, j'ai réalisé ce qui m'avait manqué. Madame Ferreira, Rosa, était drôle, sage et généreuse, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'attente de quelque chose en retour. Elle m'a parlé de son travail dans une association locale qui aidait les familles immigrées à naviguer dans le système de santé, de son passe-temps qui consistait à créer des courtes pointes élaborées qu'elle donnait à des refuges pour sans-abri, de son rêve de rendre visite à sa sœur à Lisbonne maintenant que ses enfants étaient grands et installés. « Vous semblez différente », a-t-elle observé lors d'une de nos conversations. « Plus heureuse, plus vous-même, si cela a un sens. » Cela avait parfaitement un sens. J'étais plus moi-même que je ne l'avais été depuis des années, peut-être des décennies. Je découvrais des parties de ma personnalité qui avaient été enfouies sous des années à essayer d'être ce que les autres avaient besoin que je sois au lieu de qui j'étais vraiment. Mais le véritable test de ma transformation est arrivé 3 mois plus tard, quand Anne a appelé. J'étais au milieu d'une peinture, un paysage à l'aquarelle inspiré d'une photo que j'avais prise lors d'une escapade en solo au bois de Vincennes, quand mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Éléonore »
La voix d'Anne était faible et incertaine, rien à voir avec la manipulatrice confiante que j'avais confrontée dans la cave. C'est moi. J'espérais qu'on pourrait parler. Mon premier réflexe a été de raccrocher. Mon second a été de lui dire exactement ce que je pensais d'elle et de ses fausses excuses. Mais quelque chose dans son ton m'a fait hésiter. « Je t'écoute », ai-je dit prudemment. « Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, » a-t-elle commencé. « Mais je voulais que tu saches que Jean-Pierre et moi, nous ne sommes plus ensemble. Il m'a quitté le mois dernier. Il a pris tout l'argent auquel il pouvait accéder et a disparu. Je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. La satisfaction que leur partenariat criminel se soit effondré, la sympathie pour la trahison qu'elle vivait, et une envie familière de la réconforter que j'ai dû consciemment résister. Je suis désolée de l'apprendre, ai-je dit, et je le pensais. Non pas parce que je voulais que Jean-Pierre revienne dans nos vies, mais parce qu'être abandonné est douloureux quelles que soient les circonstances. Éléonore, je sais que je t'ai fait du mal, a poursuivi Anne. Je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je me demandais, pourrions-nous peut-être nous voir pour un café? Juste pour parler? Tu me manques. Ma sœur me manque dans ma vie. Les mots que j'attendais d'entendre depuis des mois. Les excuses que j'avais rêvé de recevoir. La reconnaissance qu'elle avait eu tort et que j'avais eu raison de me défendre. Mais au lieu du soulagement et de la validation que je m'attendais à ressentir, je me suis retrouvée à analyser ses paroles avec une clarté qui m'a surprise. Elle lui manquait d'avoir une sœur dans sa vie. Mais est-ce que c'était moi, spécifiquement, qui lui manquait? Ou ce que je lui fournissais? Était-ce un remords sincère, ou une autre manipulation conçue pour me remettre sous son contrôle? Anne, ai-je dit lentement, pourquoi m'appelles-tu maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si elle avait raccroché. Puis, elle a de nouveau parlé, sa voix encore plus faible qu'auparavant. J'ai peur, Éléonore. Je ne sais pas comment m'occuper de moi. Je ne sais pas comment gérer l'argent, payer les factures ou prendre des décisions toute seule. J'ai besoin d'aide. Voilà, la vérité derrière les excuses. Elle n'appelait pas parce que je lui manquais ou parce qu'elle avait vraiment reconnu le mal qu'elle avait causé. Elle appelait parce qu'elle avait besoin de quelque chose de moi, comme toujours. L'ancienne Éléonore aurait tout laissé tomber pour la secourir. L'ancienne Éléonore aurait vu la vulnérabilité de sa sœur comme une opportunité d'être à nouveau nécessaire, de compter dans la vie de quelqu'un, de gagner l'amour par le service et le sacrifice. Mais la nouvelle Éléonore, la femme qui avait appris à s'estimer, qui avait découvert que sa propre valeur ne dépendait pas de l'approbation des autres, a ressenti quelque chose de tout à fait différent. « Anne, ai-je dit doucement, j'espère que tu trouveras des solutions. J'espère que tu apprendras à prendre soin de toi, à faire de bons choix et à construire une vie dont tu pourras être fière. Mais je ne peux plus t'aider. Je ne peux plus être celle que j'étais dans ta vie. Mais je suis ta sœur, a-t-elle chuchoté, jouant la carte de la famille une dernière fois. Oui, tu l'es. Et je t'aime. Mais t'aimer ne signifie pas te laisser me traiter mal. T'aimer ne signifie pas sacrifier ma paix et ma dignité pour cautionner tes erreurs. Parfois, aimer quelqu'un, c'est lui dire non, même quand ça fait mal. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise tranquillement pendant quelques minutes, digérant ce qui venait de se passer. J'avais dit non à la demande d'aide de ma sœur, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'avais choisi mon propre bien-être plutôt que sa commodité, ma propre paix plutôt que sa crise. Cela aurait dû être terrible. Cela aurait dû me remplir de culpabilité, de regrets et de doutes désespérés sur le fait de savoir si je faisais la bonne chose. Au lieu de cela, j'ai ressenti un sentiment de liberté. Ce soir-là, Rosa a frappé à ma porte avec plus de nourriture. Elle avait fait trop de riz et de haricots, a-t-elle prétendu, bien que je soupçonne qu'elle en avait fait exprès pour partager avec moi. Nous avons mangé ensemble à ma table de cuisine, parlant de nos cours d'art, des livres que nous lisions et des rêves que nous étions enfin assez âgées et courageuses pour poursuivre. Tu sais, a dit Rosa alors que nous terminions notre repas, je pensais que vieillir signifiait que la vie devenait plus petite.
qu'il y aurait moins de choix, moins d'opportunités, moins de chances de devenir qui nous sommes censés être. Et maintenant? Ai-je demandé. Elle a souri, ses mains burinées gracieuses alors qu'elle nous versait d'une autre tasse de café. Maintenant, je pense que peut-être nous passons la première partie de notre vie à devenir qui les autres ont besoin que nous soyons. Et si nous avons de la chance, nous passons la seconde partie à devenir qui nous sommes vraiment. Qui j'étais vraiment, il s'est avéré, était quelqu'un que je commençais à peine à rencontrer. J'étais une artiste qui peignait de terribles aquarelles qui me rendaient ridiculement heureuse. J'étais une femme qui était belle dans des couleurs vives et qui ne s'excusait pas de prendre de la place. J'étais quelqu'un qui pouvait dire non sans culpabilité et oui sans réserve, qui pouvait aimer les gens sans les cautionner, qui pouvait être seule sans se sentir seule. J'étais quelqu'un qui avait passé plus de 70 ans à apprendre à être elle-même, et qui avait enfin la sagesse et le courage d'embrasser ce qu'elle avait appris. 6 mois après le départ d'Anne et de Jean-Pierre, j'ai pris une décision qui aurait terrifié l'ancienne Éléonore, mais qui semblait parfaitement naturelle à la nouvelle. J'ai décidé de voyager. Je n'étais jamais allée nulle part seule auparavant. Chaque voyage que j'avais fait avait été en famille ou centré sur des obligations familiales. Rendre visite à des parents, assister à des mariages ou des funérailles, aider lors de crises qui nécessitaient ma présence et mon assistance. L'idée d'aller quelque part uniquement pour mon propre plaisir, de dépenser de l'argent pour des expériences plutôt que pour les besoins des autres, m'avait semblé incroyablement égoïste. Mais j'avais de l'argent maintenant, mon propre argent, géré par des conseillers financiers que j'avais choisis moi-même, investi de manière à correspondre à mes valeurs et à mes objectifs. J'avais du temps maintenant, des journées qui m'appartenaient plutôt que d'être consumée par les exigences et les attentes des autres. J'avais la liberté maintenant, la liberté terrifiante et exaltante qui vient quand on apprend enfin qu'on a besoin de la permission de personne pour vivre sa propre vie. J'ai planifié un voyage en Bretagne pour voir la côte rocheuse et les phares dont j'avais rêvé pendant des décennies, mais que je n'avais jamais trouvé le temps ou le courage de visiter. J'ai réservé une petite chambre d'hôte dans un village dont j'avais vu le nom dans des magazines de voyage. J'ai fait des réservations dans des restaurants spécialisés dans les fruits de mer frais et j'ai acheté une nouvelle valise d'un bleu vif au lieu du noir raisonnable que j'avais toujours choisi auparavant. Le matin de mon départ pour la Bretagne, je me suis tenue devant le miroir de ma salle de bain en appliquant un rouge à lèvres d'une teinte corail que Rosa m'avait convaincue d'essayer. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine, confiante, élégante, excitée par l'aventure à venir plutôt qu'anxieuse face aux problèmes qui pourraient me survenir. « Passe un merveilleux séjour, Éléonore, ai-je dit à mon reflet. Tu le mérites, tu mérites tout ça. Le voyage a été tout ce que j'avais espéré et plus encore. J'ai regardé le lever du soleil sur l'océan depuis ma chambre. J'ai respiré un air qui avait le goût du sel et des possibilités. J'ai mangé des sandwichs au homard qui valaient chaque centime que j'ai dépensé. J'ai marché le long de plages rocheuses en ramassant des galets lisses qui captèrent la lumière de manière intéressante. J'ai acheté des cartes postales que je me suis envoyées à moi-même au lieu de les envoyer à des membres de ma famille qui ne les apprécieraient pas de toute façon. Mais le moment le plus puissant est venu lors de ma dernière soirée en Bretagne, alors que j'étais assise sur la terrasse d'un restaurant surplombant le port, partageant une bouteille de vin avec un charmant couple de la région qui avait engagé la conversation avec moi au bar. Ils fêtaient leur 40e anniversaire de mariage, et leur affection évidente l'un pour l'autre aurait pu me rendre triste à propos de mon propre mariage raté. Au lieu de cela, je me suis sentie reconnaissante. Reconnaissante d'avoir appris la différence entre être seule et se sentir seule. Reconnaissante d'avoir découvert que je pouvais être une excellente compagnie pour moi-même. Reconnaissante d'avoir enfin cessé d'attendre que les autres donnent un sens à ma vie et d'avoir commencé à créer ce sens par moi-même. « Quel est votre secret ?» m'a demandé la femme alors que nous regardions le soleil se coucher sur l'eau. « Vous semblez si contente, si en paix avec vous-même. J'espère être aussi heureuse quand j'aurai votre âge. » J'ai presque ri. Heureuse. 6 mois plus tôt, je pensais que le bonheur était quelque chose qui arrivait aux autres, quelque chose que je pourrais atteindre si seulement j'essayais assez fort de plaire à tout le monde autour de moi.
J'ai appris à ne plus attendre que les autres me traitent bien, lui ai-je dit. J'ai appris à bien me traiter moi-même à la place. Quand je suis rentrée à Montreuil, mon appartement m'a semblé être un foyer comme il ne l'avait jamais été auparavant. Non pas parce que quelque chose de physique avait changé, mais parce que j'avais changé. J'avais appris que le foyer n'est pas un endroit où les autres vous veulent, c'est un endroit où vous voulez être. Lily m'attendait à mon retour, impatiente d'entendre parler de mon voyage et de partager ses propres nouvelles. Elle avait décidé de postuler dans une école d'art après tout, inspirée en partie par nos conversations et en partie par sa propre confiance grandissante en ses capacités artistiques. « J'ai réalisé que tu avais raison », m'a-t-elle dit alors que nous regardions les photos de mon aventure bretonne. « Je pourrais échouer si je suis ma passion, mais j'échouerai certainement si je n'essaie pas. Et même si je ne deviens pas une artiste célèbre, au moins je ferai quelque chose qui me fait me sentir vivante. » Vivante. Un mot si simple, mais il capturait exactement ce que je ressentais depuis que j'avais appris à faire passer mon propre bien-être en premier. Pendant des années, j'avais survécu, traversant chaque journée, gérant les problèmes des autres, endurant silencieusement un traitement qui me diminuait. Maintenant, enfin, je vivais. Les problèmes juridiques liés aux crimes d'Anne et de Jean-Pierre ont finalement été résolus par des procédures civiles plutôt que pénales. J'ai récupéré la plupart de l'argent qu'ils avaient volé et les investissements qu'ils avaient faits à mon nom ont continué de croître sous la gestion de conseillers qui avaient vraiment mes meilleurs intérêts à cœur. Mais plus important encore, j'avais récupéré quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Mon estime de soi. Ma compréhension que je méritais d'être traitée avec respect et gentillesse, non seulement par les autres, mais par moi-même. Ma connaissance que j'étais digne d'amour, non pas pour ce que je pouvais fournir, mais pour qui j'étais. Anne a appelé quelques fois de plus au cours des mois suivants, toujours lorsqu'elle faisait face à une crise qu'elle avait besoin de mon aide pour résoudre. Chaque fois, j'ai écouté poliment et offert un soutien émotionnel tout en refusant fermement de fournir une aide financière ou de me laisser entraîner à nouveau dans le drame de sa vie chaotique. La dernière fois qu'elle a appelé, son ton était différent, moins désespéré, plus résigné. « Je crois que je commence enfin à comprendre », a-t-elle dit. « Tu ne vas plus me sauver. Tu ne vas plus me laisser profiter de toi. »« Non, ai-je convenu. Je ne le ferai pas. »« Je n'aime pas ça, » a-t-elle admis. « Je n'aime pas devoir me débrouiller seule. Mais je pense. Je pense que c'est peut-être bon pour moi. Bon pour nous deux. Peut-être que oui. Peut-être qu'apprendre à nous tenir sur nos propres jambes, à résoudre nos propres problèmes, à assumer la responsabilité de nos propres choix, était exactement ce que nous devions faire toutes les deux. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Jean-Pierre, et j'ai découvert que je me fichais de savoir où il était ou ce qu'il faisait. Il avait été un chapitre de ma vie qui était terminé maintenant, classé dans la partie de ma mémoire, réservé aux expériences qui m'avaient appris des leçons importantes, mais qui n'avaient plus le pouvoir de me blesser. 1 an après le début de ma transformation, je peignais dans mon cours d'art lorsque Carmen a fait une annonce qui a de nouveau changé ma vie. « J'organise une exposition de groupe », nous a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. « Une chance pour vous tous d'exposer votre travail publiquement, de partager ce que vous avez créé avec la communauté. Qui est intéressé pour participer ?» L'ancienne Éléonore aurait refusé, aurait insisté sur le fait que son travail n'était pas assez bon, aurait été paralysée par la peur d'être jugée ou critiquée. Mais la nouvelle Éléonore a levé la main sans hésiter. « Moi, » ai-je dit, ma voix claire et confiante. J'adorerais exposer mon travail. Le vernissage de l'exposition a été l'une des soirées les plus terrifiantes et exaltantes de ma vie. Je portais une robe de la même teinte corail que le rouge à lèvres que Rosa m'avait encouragée à essayer, et j'avais passé des heures à arranger et réarranger mes peintures jusqu'à ce qu'elles racontent l'histoire que je voulais raconter. Une histoire de transformation, de découverte, d'une femme apprenant à se voir clairement pour la première fois. Rosa est venue me soutenir, amenant plusieurs amis de son groupe de patchwork qui ont admiré mes aquarelles et posé des questions réfléchies sur mes techniques et mes inspirations. Lily est venue aussi, rayonnante de fierté en me présentant à ses amis comme ma grand-mère, l'artiste.
Mais le moment le plus significatif est venu lorsqu'une jeune femme s'est approchée d'une de mes peintures, une œuvre abstraite que j'avais intitulée « Se libérer », qui utilisait des bleus et des violets audacieux pour représenter le moment où j'avais décidé de reprendre ma vie en main. « Celle-ci me parle », a-t-elle dit doucement. « On dirait ce qu'on ressent quand on a du courage. Courage. » Je ne m'étais jamais considérée comme courageuse auparavant. Le courage était pour les policiers, les pompiers et les soldats, pas pour les femmes âgées apprenant à peindre, à voyager seules et à dire non aux membres de leur famille qui avaient profité d'elles pendant des années. Mais peut-être que le courage se présente sous différentes formes. Peut-être que le courage, c'est de choisir de s'estimer quand tout le monde autour de vous suggère que vous ne devriez pas. Peut-être que le courage, c'est de recommencer à 72 ans, d'apprendre de nouvelles compétences, de se faire de nouveaux amis, de créer de nouveaux rêves quand les anciens ont été brisés. Peut-être que le courage, c'est simplement de refuser de se contenter de moins que ce que l'on mérite, même si, et surtout si, cela signifie être seul. 2 ans ont passé depuis que j'ai confronté Anne et Jean-Pierre dans cette cave. 2 ans depuis que j'ai découvert que les personnes en qui j'avais le plus confiance m'avaient systématiquement volé, tout en me convainquant que j'avais de la chance de les avoir dans ma vie. Ces 2 années ont été les plus difficiles et les plus enrichissantes de toute mon existence. J'ai appris à gérer mes propres finances, à naviguer dans les systèmes juridiques, à prendre des décisions basées sur mon propre jugement plutôt que sur les attentes des autres. J'ai voyagé dans des endroits que je n'avais fait que rêver de visiter, mangé des aliments dont je n'avais jamais entendu parler, eu des conversations avec des personnes dont les perspectives ont élargi ma compréhension du monde. J'ai aussi appris à être à l'aise avec la solitude d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Mon appartement n'est plus silencieux, du silence oppressant de la négligence et de l'abandon. Il vibre du silence paisible du contentement et de l'autosuffisance. Je me réveille chaque matin, non pas avec la crainte de savoir qui pourrait avoir besoin de quelque chose de moi, mais avec l'anticipation de ce que je pourrais découvrir, créer ou vivre. Ma relation avec Lily s'est approfondie pour devenir le genre d'amitié sincère qui transcende les frontières générationnelles. Elle aide maintenant dans une école d'art, s'épanouissant d'une manière qui fait chanter mon cœur de fierté et de joie. Elle me rend visite régulièrement, non par obligation ou parce que quelqu'un l'y force, mais parce qu'elle apprécie vraiment ma compagnie et nos conversations. « Tu es différente des autres grands-mères », m'a-t-elle dit récemment alors que nous peignions ensemble dans mon salon. « Tu es plus comme une amie qui se trouve être plus âgée. Tu n'essaies pas de me contrôler, de me juger ou de me faire sentir mal de vouloir des choses que les autres pensent irréalisables. » C'est peut-être le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. Être considéré comme quelqu'un qui soutient plutôt que de contrôler, qui encourage plutôt que de diminuer, qui aime sans condition ni attente. Rosa est devenue la sœur que j'ai toujours cru avoir en Anne, mais que je n'ai jamais eue en réalité. Nous partageons des repas, des livres, du matériel d'art et des rêves. Nous avons voyagé ensemble dans des endroits que nous n'aurions jamais imaginé voir. Un festival de patchwork en Alsace, un atelier d'aquarelle en Provence, un week-end à Paris où nous avons visité des musées et des monuments comme les touristes que nous n'avions jamais eu la liberté d'être quand nous étions plus jeunes. « Tu m'as sauvé la vie », ai-je dit à Rosa un soir, alors que nous étions assises sur mon balcon, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de la banlieue parisienne de teintes dorées et roses. « Non », a-t-elle dit avec la douce sagesse qui m'avait attirée vers elle au départ. « Tu as sauvé ta propre vie. Je t'ai juste aidé à te souvenir qu'elle valait la peine d'être sauvée. Valoir la peine d'être sauvée. Un concept si simple, mais que j'avais oublié en chemin. J'avais passé tant d'années à croire que ma valeur venait de ce que je pouvais fournir aux autres. Mon argent, mon temps, ma capacité infinie de pardon et de sacrifice, que j'avais perdu de vue le fait que j'avais une valeur intrinsèque simplement pour être qui j'étais. Maintenant, je sais mieux. Maintenant, je sais que je mérite le respect, non pas parce que je l'ai gagné par la servitude, mais parce que je suis un être humain avec des pensées, des sentiments et des rêves qui comptent. Je sais que je mérite l'amour, non pas parce que je l'ai acheté avec mes ressources et mon travail, mais parce que je suis digne d'affection simplement pour exister. Plus important encore,
Je sais que je n'ai besoin de l'approbation ou de la validation de personne d'autre pour vivre une vie pleine de sens. Le sens vient de l'intérieur, des choix que je fais, des valeurs que je défends, de la gentillesse que je montre à moi-même et aux autres, de la beauté que je crée, apprécie et partage avec le monde. Mon art s'est considérablement amélioré au cours des 2 dernières années. Je ne serai jamais une grande peintre, mais mes aquarelles capturent maintenant des émotions et des expériences d'une manière qui me surprend et me ravit. J'ai vendu plusieurs pièces dans des galeries locales, non pas parce que j'ai besoin d'argent, mais parce qu'il y a quelque chose de magique à créer, quelque chose qui parle aux autres, quelque chose qui les aide à se sentir moins seuls dans leur propre lutte et transformation. Mais mon plus grand chef-d'œuvre n'est accroché à aucun mur ni exposé dans aucune galerie. C'est la vie que je me suis construite. L'existence tranquille, paisible et déterminée qui reflète mes valeurs et mes priorités plutôt que les exigences et les attentes des autres. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre qui a mis ma résolution à l'épreuve d'une manière que je n'avais pas anticipée. Elle venait de Jean-Pierre, transmise par le bureau de mon avocate, demandant pardon et réconciliation. Il prétendait avoir trouvé la foi, qu'il comprenait maintenant à quel point il avait eu tort, qu'il voulait réparer le mal qu'il avait causé. La lettre était écrite de sa main familière, pleine du langage fleuri qu'il avait toujours utilisé quand il essayait de me manipuler pour obtenir ce qu'il voulait. Il parlait de notre lien sacré du mariage, des vœux que nous avions prononcés pour le meilleur et pour le pire, de la façon dont Dieu voulait que nous nous pardonnions et recommencions à zéro. En la lisant, j'ai ressenti une agitation familière des anciennes émotions. L'envie de lui donner une autre chance, de croire à ses promesses de changement, de donner la priorité à ses besoins plutôt qu'à ma propre paix et sécurité. Pendant un instant, je pouvais m'imaginer lui répondre, accepter de le rencontrer, glisser lentement de nouveau dans les schémas qui avaient presque détruit mon estime de moi. Mais ensuite, j'ai regardé autour de moi dans mon appartement. Mes peintures sur les murs, les photos de mes voyages, les livres que je lisais, parce que je voulais les lire plutôt que parce que quelqu'un d'autre pensait que je devrais le faire. J'ai pensé à la vie que je m'étais construite, aux amitiés que j'avais cultivées, aux rêves que je poursuivais simplement parce qu'ils m'apportèrent de la joie. J'ai plié soigneusement la lettre de Jean-Pierre et je l'ai placée dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que j'avais l'intention d'y répondre, mais parce que je voulais me souvenir du moment où je me suis choisie, plutôt que la douleur familière d'essayer de réparer quelqu'un d'autre. Certains chapitres sont terminés. Certaines portes sont destinées à rester fermées. Certaines relations remplissent leur fonction puis se terminent, non pas parce que quelqu'un est mauvais ou irrécupérable, mais parce que le coût de leur maintien devient plus élevé que le bénéfice qu'elles procurent. J'ai 74 ans maintenant, et j'ai enfin appris l'une des leçons les plus importantes de la vie. On peut aimer les gens sans les laisser nous faire du mal. On peut leur souhaiter le meilleur sans sacrifier notre propre bien-être. On peut espérer leur guérison et leur bonheur, tout en maintenant les limites qui protègent notre paix. Carmen a annoncé la semaine dernière qu'elle prenait sa retraite de l'enseignement pour retourner au Pérou, se rapprocher de ses parents vieillissants. La nouvelle m'a remplie de tristesse. Elle a été une partie si importante de ma transformation, une telle source d'encouragement et de sagesse pendant la période la plus difficile de ma vie. Mais elle m'a aussi rempli de gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble, pour les leçons qu'elle m'a apprises sur l'honnêteté, l'authenticité et le courage d'exprimer ce qu'il y a en nous-mêmes quand c'est désordonné, confus ou douloureux. Lors de sa fête d'adieu, entourée des élèves dont elle avait touché la vie au fil des ans, Carmen m'a prise à part pour une conversation privée. « Éléonore, dit-elle, ses yeux brillants de la même chaleur qui m'avait accueillie en classe ce premier jour terrifiant, je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi. Quand tu es entrée pour la première fois dans ma classe, tu portais tant de douleur, tant de doutes sur ta propre valeur. Maintenant, regarde-toi. Confiante, créative, vivant ta vie selon tes propres termes. Tu es devenue la femme que tu as toujours été censée être. La femme que j'ai toujours été censée être. Quelle belle façon de penser à la transformation. Non pas comme devenir quelqu'un de nouveau, mais comme avoir enfin le courage d'être qui l'on est, vraiment sous toutes les couches de rôle, d'attente et de peur qui ont été superposées à notre moi authentique. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon avec une tasse de thé et mes aquarelles,
travaillant sur une peinture de la vue depuis la fenêtre de la salle de classe de Carmen. La scène de rue animée qui m'était devenue si familière au fil des ans, pleine de gens de différentes cultures poursuivant leurs propres rêves, leurs luttes et leurs petites victoires. En peignant, j'ai pensé à toutes les femmes de mon âge qui pourraient être assises seules ce soir, se demandant s'il est trop tard pour changer, trop tard pour se choisir, trop tard pour exiger le respect et la gentillesse qu'elles méritent. Des femmes à qui l'on a dit qu'elles étaient trop vieilles pour recommencer, trop ancrées dans leurs habitudes pour apprendre de nouvelles compétences, trop dépendantes des autres pour s'en sortir seules. À ces femmes, je veux dire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître sa propre valeur, pour fixer des limites qui protègent votre paix, pour poursuivre des rêves qui vous apportent de la joie. Il n'est jamais trop tard pour cesser d'accepter un traitement qui vous diminue, pour cesser de vous faire plus petite pour que les autres puissent se sentir plus grands, pour cesser de vous excuser de prendre de la place dans le monde. La chose la plus effrayante quand on se choisit, c'est qu'on peut avoir à le faire seul, du moins au début. Les gens qui ont bénéficié de votre abnégation ne soutiendront pas votre transformation. Les membres de la famille qui ont profité de votre générosité ne célébreront pas vos nouvelles limites. Les amis qui se sont habitués à votre rôle de donatrice dans la relation ne seront pas heureux quand vous commencerez à attendre la réciprocité. Mais voici ce que j'ai appris. Être seul avec sa dignité intacte est infiniment mieux que d'être entouré de gens qui ne vous voient pas ou ne vous estiment pas vraiment. La solitude choisie depuis un lieu de respect de soi ne ressemble en rien à la solitude imposée par la négligence des autres. Et souvent, une fois que vous commencez à vous estimer, vous attirez des gens qui vous estiment aussi. Une fois que vous cessez d'accepter des miettes d'affection et d'attention, vous faites de la place pour la vraie chose. Une fois que vous cessez de consacrer votre énergie à des relations qui vous épuisent, vous avez de l'énergie disponible pour des connexions qui vous nourrissent et vous soutiennent. Rosa, Lily, Carmen, mes collègues artistes, les voisins qui sont devenus de vrais amis, ces relations n'existaient pas quand j'étais entièrement concentrée sur le fait d'essayer de gagner l'amour de personnes incapables de le donner. Elles ont émergé quand j'ai commencé à croire que je méritais mieux et à agir en conséquence. Il y a 6 mois, j'ai décidé de faire quelque chose dont j'avais rêvé pendant des décennies, mais que je n'avais jamais eu le courage de tenter. J'ai écrit une lettre au rédacteur en chef de notre journal local, partageant mon histoire et encourageant d'autres personnes âgées à reconnaître les signes d'abus financiers et émotionnels de la part des membres de leur famille. La réponse a été écrasante. J'ai reçu des dizaines de lettres et de courriels de personnes qui avaient vécu des trahisons similaires, qui s'étaient senties coupables de fixer des limites avec leurs proches, qui s'étaient demandé si elles étaient trop sensibles ou exigeantes lorsqu'elles demandaient un respect et une considération de base. Beaucoup de ces personnes étaient confrontées à des situations qui faisaient paraître mon expérience avec Anne et Jean-Pierre relativement mineure. Des enfants adultes qui avaient volé l'identité de leurs parents, des conjoints qui avaient caché des actifs et des dettes, des frères et sœurs qui avaient manipulé leur chemin vers des procurations qui laissaient leurs proches sans contrôle sur leur propre vie. Lire leurs histoires m'a brisé le cœur, mais m'a aussi rempli de détermination. Si ma volonté de parler ouvertement de ce que j'avais vécu pouvait aider ne serait-ce qu'une personne à reconnaître sa propre valeur et à trouver le courage de changer, alors partager ma douloureuse vérité en valait la peine. J'ai commencé à faire du bénévolat dans une association locale qui fournit un soutien et des ressources aux personnes âgées confrontées à l'abus financier et à la manipulation familiale. C'est un travail difficile. Écouter des histoires souvent pires que la mienne, aider les gens à naviguer dans des situations juridiques et émotionnelles complexes, voir certaines personnes trouver la force de changer leur situation, tandis que d'autres restent piégées par la peur et une loyauté mal placée. Mais c'est aussi un travail profondément significatif. Il y a quelque chose de puissant à transformer sa propre douleur en une source de guérison pour les autres, à utiliser sa sagesse durement acquise pour éclairer le chemin des personnes qui trébuchent encore dans l'obscurité que vous avez appris à naviguer. La semaine dernière, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a rappelé pourquoi ce travail est important. C'était une femme nommée Bernadette, 68 ans, qui avait lu ma lettre au rédacteur en chef 6 mois plus tôt, mais qui avait eu trop peur de me contacter jusqu'à maintenant. « Je crois que mon fils me vole »,
a-t-elle chuchoté au téléphone, sa voix tremblant de peur et de honte. Je crois qu'il a falsifié ma signature sur des chèques, utilisé mes cartes de crédit, pris de l'argent sur mes comptes, mais c'est mon fils. C'est tout ce qu'il me reste au monde. Je ne sais pas quoi faire. J'ai passé 1 heure au téléphone avec Bernadette, écoutant son histoire, validant ses préoccupations, l'aidant à comprendre que l'amour n'exige pas d'accepter les abus et que se protéger ne signifiait pas qu'elle aimait moins son fils. À la fin de notre conversation, elle avait accepté de rencontrer un avocat et de commencer à documenter les preuves du vol de son fils. « Merci », a-t-elle dit avant de raccrocher. « Merci de m'avoir montré que je ne suis pas folle, que je n'ai pas à accepter ce traitement juste parce qu'il est de ma famille. Merci d'avoir prouvé que des femmes comme nous peuvent survivre et même s'épanouir quand nous nous choisissons. Des femmes comme nous. » J'adore cette expression. Elle reconnaît que bien que nos circonstances spécifiques puissent différer, nous partageons quelque chose d'essentiel. L'expérience de découvrir notre propre valeur plus tard dans la vie, le courage d'exiger un meilleur traitement même quand c'est effrayant, la volonté de recommencer quand recommencer semble impossible. Hier, c'était mon 75e anniversaire. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas attendu que les autres se souviennent ou célèbrent. Au lieu de cela, j'ai organisé ma propre fête. Un petit rassemblement avec Rosa, Lily et quelques amis proches de mon cours d'art et de mon travail de bénévole. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant du 13e arrondissement qui sert les meilleurs raviolis de Paris, un endroit que j'avais découvert lors d'une de mes aventures en solo dans la capitale. La conversation était animée et sincère, pleine de rires, d'histoires partagées et de projets pour de futures aventures. Quand est venu le moment du gâteau, une belle création couverte de fleurs comestibles que Lily avait commandée dans une pâtisserie de son quartier, Rosa s'est levée pour porter un toast. À Éléonore, a-t-elle dit en levant son verre de vin, qui nous a tous appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir qui l'on est censé être. Qui nous a montré que s'aimer soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Qui a prouvé que les plus belles transformations se produisent lorsque nous cessons enfin d'attendre la permission des autres pour vivre nos propres vies. Tout le monde a levé son verre, et pendant un instant, j'ai été submergée par l'amour et le respect que je voyais sur leur visage. Pas un amour basé sur ce que je pouvais leur fournir, mais une affection sincère pour qui j'étais en tant que personne. Pas un respect gagné par des années de sacrifice et de service, mais la reconnaissance de ma dignité et de ma valeur inhérente. Après la fête, je suis rentrée dans mon appartement calme et je me suis assise avec mes aquarelles, travaillant sur une nouvelle peinture inspirée de la soirée que je venais de vivre. Les couleurs semblaient de couler plus librement que d'habitude. Des oranges et des ors chauds qui capturaient le sentiment de générosité et de connexion. Des bleus paisibles qui représentaient le sentiment d'appartenance que j'avais enfin trouvé. En peignant, j'ai pensé à la femme que j'étais autrefois, l'Éléonore qui se réveillait chaque matin en s'excusant de son existence, qui mesurait sa valeur à la quantité de choses qu'elle pouvait donner, qui croyait que l'amour exigeait le sacrifice complet de soi. Je ne juge plus cette femme durement. Elle faisait de son mieux avec les outils et la compréhension qu'elle avait à l'époque. Elle a été façonnée par une culture qui lui a appris à valoriser le confort des autres plus que le sien, par des relations qui ont renforcé le message qu'elle n'était précieuse que par son utilité. Mais je suis reconnaissante chaque jour qu'elle ait trouvé la force de changer, même lorsque le changement semblait impossible. Je suis reconnaissante qu'elle ait choisi de voir clairement plutôt que de continuer à vivre dans le déni. Je suis reconnaissante qu'elle ait décidé que sa paix et sa dignité valaient la peine de se battre, même si cela signifiait se battre seule. Le téléphone sonne parfois. Anne appelle encore 1 ou 2 fois par an, généralement lorsqu'elle fait face à une crise qu'elle pense que je devrais l'aider à résoudre. Son ton a changé avec le temps, devenant moins exigeant et plus sincèrement désolé, mais son schéma reste le même. Tendre la main quand elle a besoin de quelque chose, disparaître quand la vie va bien. J'écoute poliment ses nouvelles et ses défis. J'exprime une sympathie appropriée pour ses difficultés et je maintiens les limites que j'ai établies. Ce n'est pas facile. Il y a encore une partie de moi qui veut se précipiter pour résoudre ses problèmes, pour acheter la paix par la générosité, pour confondre le fait de cautionner avec l'amour.
Mais j'ai appris que la chose la plus gentille que je puisse faire pour Anne est de refuser de la sauver des conséquences de ses choix. Chaque fois que je la tire d'affaire, je lui vole l'opportunité de développer sa propre force et ses propres compétences en résolution de problèmes. Chaque fois que j'absorbe l'impact de ses mauvaises décisions, je l'empêche d'apprendre à en prendre de meilleures. C'est une dure leçon, qui va à l'encontre de tous les instincts que j'ai développés pendant mes années en tant que gardienne de la famille. Mais c'est aussi une leçon nécessaire. Le véritable amour exige parfois de décevoir les gens que l'on aime. La vraie compassion signifie parfois dire non à des demandes d'aide qui, en fin de compte, vous nuiraient à vous et à la personne qui les fait. Jean-Pierre n'a jamais rappelé après que je n'ai pas répondu à sa lettre. J'ai entendu par des connaissances communes qu'il avait déménagé dans le sud de la France, où il travaillerait dans la construction et vivrait dans un petit appartement près de la côte. J'espère qu'il a trouvé la paix et le bonheur dans sa nouvelle vie. J'espère qu'il a appris à assumer la responsabilité de ses choix et à réparer le mal qu'il a causé. Mais surtout, j'espère qu'il a appris à trouver l'épanouissement d'une manière qui ne nécessite pas de tromper ou de profiter des autres. C'est le souhait que j'ai pour tous ceux qui m'ont déjà fait du mal. Non pas la souffrance ou la punition, mais une véritable transformation qui rend tout mal futur impossible. Le pardon, j'ai découvert, ne nécessite pas de maintenir des relations avec les personnes qui vous ont blessé. Il ne nécessite pas de leur faire à nouveau confiance ou de leur donner accès à votre vie ou à vos ressources. Il nécessite simplement de libérer la colère et le ressentiment qui, autrement, empoisonneraient votre propre paix. J'ai pardonné à Anne et à Jean-Pierre, non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce que porter de la colère envers eux, c'était comme porter une lourde pierre qui ne servait à rien d'autre qu'à m'alourdir. Le pardon m'a libéré du fardeau de revivre constamment leur trahison, de m'alimenter constamment d'une indignation vertueuse, qui, en fin de compte, me faisait plus de mal qu'à eux. Mais le pardon ne m'a pas rendue naïve. Il n'a pas effacé les leçons que j'ai apprises sur la reconnaissance de la manipulation et la protection contre les personnes qui me voient comme une ressource plutôt que comme une personne. Le pardon et des limites saines ne sont pas contradictoires. Ce sont des aspects complémentaires de la maturité émotionnelle. 3 ans ont passé depuis cette nuit dans la cave, où mon monde s'est effondré puis a commencé à être reconstruit sur une base de respect de soi plutôt que de sacrifice de soi. 3 ans depuis que j'ai appris à distinguer l'amour de l'exploitation, la loyauté familiale de la dignité personnelle, être seul de se sentir seul. Si quelqu'un m'avait dit alors que je finirais par être reconnaissante de la trahison qui a brisé mes illusions, j'aurais pensé qu'il était fou. Mais à bien des égards, c'est exactement ce qui s'est passé. Les crimes d'Anne et de Jean-Pierre m'ont forcé à affronter des vérités que j'évitais depuis des décennies, à développer une force que je ne savais pas posséder, à créer une vie qui m'appartenait vraiment plutôt que d'exister principalement pour le bénéfice des autres. Je ne choisirai pas de revivre cette trahison, mais je n'échangerai pas non plus la femme que je suis devenue en y survivant. L'éléonore qui est sortie de cette cave, choquée, blessée, mais finalement assez en colère pour exiger mieux, était la personne que j'étais censée être depuis le début. Elle était enfouie sous des décennies de conditionnement qui lui avaient appris à donner la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux siens, sous une croyance erronée que sa valeur se mesurait à la quantité de choses qu'elle pouvait donner. Mais elle était toujours là, attendant la bonne combinaison de circonstances et de courage pour émerger. Aujourd'hui, je me suis réveillée comme je le fais toujours maintenant, non pas avec la crainte de savoir qui pourrait avoir besoin de quelque chose de moi, mais avec la curiosité de ce que la journée pourrait apporter. J'ai fait mon café, pris mes médicaments et arrosé mes plantes, mais ces tâches routinières me semblaient différentes d'autrefois. Elles ressemblaient à des actes de soin de soi plutôt qu'à de la simple survie. Je travaille sur une nouvelle peinture, inspirée par la vue de la fenêtre de ma chambre au lever du soleil. La lumière frappe les bâtiments de la banlieue d'une manière qui transforme des immeubles ordinaires en quelque chose de presque magique, plein d'histoires, de rêves et de possibilités. C'est ce que j'aime le plus dans l'aquarelle. La façon dont elle capture non seulement l'apparence de quelque chose, mais aussi ce que l'on ressent en le voyant vraiment. La façon dont elle révèle la beauté dans des endroits inattendus transforme des moments simples en quelque chose digne d'être préservé et célébré. C'est aussi ce que ces 3 dernières années m'ont appris sur la vie.
Il y a de la beauté à recommencer à 75 ans. Il y a de la magie à apprendre à s'estimer après des décennies à avoir donné ce pouvoir aux autres. Il y a une profonde satisfaction à créer une vie qui reflète ses propres valeurs et priorités plutôt que les attentes de tout le monde. J'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant, non pas en termes de biens matériels, bien que j'ai la chance d'être financièrement en sécurité, mais en termes de choses qui comptent vraiment. J'ai de véritables amitiés basées sur le respect mutuel et l'affection. J'ai des activités créatives qui m'apportent de la joie et un sentiment d'accomplissement. J'ai un travail qui me semble significatif et qui apporte quelque chose de positif au monde. Plus important encore, j'ai une relation avec moi-même qui est construite sur la gentillesse plutôt que sur la critique, sur l'encouragement plutôt que sur le doute, sur l'amour, plutôt que sur une approbation conditionnelle basée sur la performance. J'aurais aimé apprendre ces leçons plus tôt dans la vie. J'aurais aimé avoir le courage de fixer des limites, de poursuivre mes rêves et d'insister pour être traitée avec respect quand j'étais plus jeune et que j'avais plus de temps pour profiter des bienfaits de cette sagesse. Mais je suis reconnaissante de les avoir apprises. Je suis reconnaissante de ne pas être morte sans jamais avoir découvert ma propre valeur, sans jamais avoir connu la paix qui vient de vivre authentiquement, sans jamais savoir ce que c'est que d'être aimé pour qui l'on est, plutôt que pour ce que l'on peut fournir. Et je suis particulièrement reconnaissante de l'opportunité de partager ces leçons avec d'autres personnes qui pourraient se trouver là où j'étais, piégées dans des relations qui les diminuent, confuses quant à la raison pour laquelle elles se sentent si vides, malgré tout ce qu'elles donnent, se demandant s'il est possible de changer des schémas qui semblent gravés dans la pierre. C'est possible. Le changement est toujours possible, peu importe votre âge ou à quel point vos circonstances semblent figées. Mais cela demande du courage. Le courage de voir clairement même quand la vérité est douloureuse, d'agir en votre propre nom même quand les autres désapprouvent, de croire en votre valeur même quand personne autour de vous ne vous renvoie cette croyance. Si vous avez écouté mon histoire et y avez reconnu quelque chose de familier, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas folle de vous sentir peu appréciée ou exploitée. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir être traité avec gentillesse et respect. Vous n'êtes pas trop âgé ou trop ancré dans vos habitudes pour faire des changements qui pourraient transformer votre vie. Vous comptez. Vos rêves comptent. Votre paix compte. Votre bonheur compte. Non pas parce que vous avez gagné le droit de compter par le service et le sacrifice, mais parce que vous êtes un être humain digne d'amour et de respect, simplement en vertu de votre existence. Les personnes qui vous aiment vraiment soutiendront votre cheminement vers le respect de soi et des limites saines, même si c'est difficile pour elles au début. Les personnes qui se mettent en colère lorsque vous commencez à vous estimer révèlent quelque chose d'important sur leur motivation. Elles aiment ce que vous faites pour elles, plus qu'elles n'aiment qui vous êtes. Il est normal de décevoir les gens qui se sont habitués à votre rôle de ressource personnelle. Il est normal de donner la priorité à vos propres besoins après des décennies à avoir mis tout le monde en premier. Il est normal de dire non, de fixer des limites, de choisir la paix plutôt que de rendre tout le monde heureux. Plus important encore, il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous étiez censé être. Jamais trop tard pour cesser de vous excuser de prendre de la place dans le monde. Jamais trop tard pour commencer à vous traiter avec la même gentillesse et la même considération que vous avez accordées à tout le monde. Votre histoire n'a pas à se terminer en étant oubliée, négligée ou tenue pour acquise. Vous pouvez écrire une fin différente. Une fin où vous comptez pour vous-même, même si vous ne comptez pour personne d'autre. Une fin où vous créez de la beauté, du sens et de la joie simplement parce que vous méritez de vivre ces choses. J'ai 75 ans et ma vie ne fait que commencer. Les meilleurs chapitres sont encore en cours d'écriture, peints à l'aquarelle, capturant non seulement ce que je vois, mais aussi ce que l'on ressent quand on est enfin libre. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Avez-vous connu quelqu'un qui a découvert sa valeur plus tard dans la vie, qui a trouvé le courage de se choisir après des années à avoir choisi tout le monde? J'adorerais lire votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo a touché votre cœur ou vous a aidé à voir votre propre situation plus clairement, veuillez l'aimer et vous abonner à ma chaîne. Lorsque nous partageons nos histoires de transformation et de guérison, nous éclairons le chemin pour d'autres personnes qui cherchent encore leur voie vers la liberté. Parfois,
La chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de faire savoir aux autres qu'ils ne sont pas seuls dans leur cheminement vers la dignité et le respect de soi. Merci d'avoir écouté mon cœur aujourd'hui. Merci de m'avoir permis de partager avec vous le chapitre le plus difficile et le plus beau de ma vie. Et rappelez-vous, vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur, non pas pour ce que vous pouvez donner aux autres, mais pour qui vous êtes. Il n'est jamais trop tard pour rentrer chez soi, en soi-même.